Bonjour Jean-Michel Vernochet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes auteur, essayiste, ancien journaliste au Figaro notamment. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, c'est bien ça? Pas autant que je l'aurais voulu. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'état de la France. Ah bah écoutez, il vaudrait mieux ne pas en parler, parce que l'état de la France est assez piteux, pour ne pas dire un peu pitoyable, en tout cas fort inquiétant. Et vous savez, nous sommes comme un avion dont les moteurs se sont arrêtés, qui a commencé à décrocher à partir de 10 000 mètres, mais à 5 000 mètres, le commandant de bord dit non, tout se passe bien, silence sur toute la ligne. Forcément, on n'a pas encore touché le sol. Donc, l'effondrement, la catastrophe finale n'est pas intervenue, donc on peut partir en vacances, regarder le foot, la clôture des Jeux Olympiques des handicapés, tout ce que l'on veut, se réjouir, aller au café, bavarder, plaisanter, s'occuper de ses enfants, de la rentrée scolaire. Mais le contact avec le sol risque d'être dur, puisque nous sommes quand même partis dans un processus de chute à la vitesse de l'effondrement, à la vitesse de l'effondrement des tours jumelles de Manhattan. Alors ça, c'est vrai qu'elles se sont effondrées. Bien sûr, c'est pas très optimiste Bien ce sûr. que je dis là. Mais... Elles se sont effondrées à une vitesse supersonique. Non, on s'effondre tranquillement à la vitesse de la chute libre. Comme on vient de haut, on met du temps à arriver en bas. Comment vous expliqueriez aux spectateurs que probablement on ne vit pas en démocratie et on n'a jamais vécu en démocratie, mais qu'on vit en plutocratie? Alors jamais, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est patente aujourd'hui, c'est que tout le monde crie au fascisme, il glapisse le fascisme, mais le fascisme, nous le connaissons, nous l'avons. La liberté d'expression meurt un peu plus chaque jour. Ça a commencé avec cette drôle de loi qui s'appelait la loi Guessot, et contre laquelle M. Barnier a voté d'ailleurs. Mais vous n'entendrez pas les journalistes le dire. Ça, c'est... S'il avait voté contre l'avortement, ça aurait été le crime majeur. Mais on a dit discrètement, modestement, qu'il avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui est déjà très mal, mais depuis le temps, il a eu le temps de se rattraper, puis il a peut-être des éléments de vie privée qui permettent d'être exonéré d'une trop lourde accusation et même pénalisation sur ce point. Donc il a voté contre la loi Guessot, mais depuis la loi Guessot, il y a eu X lois qui ont pénalisé la libre pensée, la libre parole, la liberté d'opinion, à telle enseigne qu'aujourd'hui se trouve voté en première instance par le Parlement, démissionnaire, mais qui n'est plus démissionnaire, parce que le Parlement, il est là. Non, le Parlement n'était pas démissionnaire, c'est le gouvernement, pardonnez-moi. Une loi qui pénaliserait, qui judiciariserait les propos considérés comme délictueux, tenus en privé, donc au cours d'un déjeuner de famille bien arrosé. Je ne sais pas s'il y en a encore le dimanche, des déjeuners, et on lâche un propos. Vous savez, dans les familles, il y a toujours celui qui est un peu plus à gauche, l'autre un peu plus à droite, un peu plus réactionnaire, un peu plus ceci, un peu plus cela, et hop, paf, quelqu'un qui n'est pas content, qui appartient à la catégorie des gens du ressentiment, vous dénonce, hein, on en revient au beau temps de la dénonciation, qu'elle soit anonyme ou non, et vous retrouvez devant les tribunaux pour avoir dit je ne sais quelle bêtise, avoir parlé par exemple de Hamas sans assortir le Hamas terroriste, ce qu'il est sans doute, certainement, peut-être pas tout le temps, mais il l'a été récemment, mais même parler aujourd'hui de la Palestine, c'est quasiment tomber sous le coup de la loi, puisque ça tombe antisionisme égale antisémitisme, antisémitisme égale crime contre l'humanité. On n'en a pas fini. Alors, liberté d'expression, on l'a vu aussi très récemment avec
Telegram n'est pas interdite, mais on a arrêté son jeune patron. Et il a été relâché contre une caution de 4 millions d'euros. Je ne sais pas s'il a un bracelet électronique, il a interdiction de quitter le territoire français. Enfin, tout cela l'affiche mal. D'autant que personne ne le dit, et ça c'est justement les scoops que je vous réserve, c'est qu'il avait plusieurs nationalités, dont la nationalité qatari. Or, les Qataris étaient en passe de signer un super contrat d'achat de Rafale pour un certain 4 ou 5 milliards d'euros. Eh bien, le contrat est gelé en raison même de cette affaire de patron de Telegram mis sous les scellés, si l'on peut dire. Nos politiques, nos ministres ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes, et d'autant que ce n'est pas risible du tout, mais il a été mis en cause, judiciairement parlant, pour des raisons pédocriminelles d'informations qui circuleraient sur Telegram. Mais dites-moi quel est le réseau crypté, à commencer par Meta Google, qui n'est pas le véhicule plus ou moins consentant de la grande criminalité internationale. Le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains et pédocriminalité, bien entendu. Donc tout ça ne tient pas debout, le prétexte est énorme. Alors bien sûr, toutes les bonnes âmes et l'opinion ne peut que se féliciter qu'on mette d'un coup d'arrêt à ce sombre trafic, mais je ferai observer quand même qu'on aurait peut-être pu s'en préoccuper depuis un certain nombre d'années. Pour conclure ou ne pas conclure sur ce sujet, je rappellerai que M. Macron était lui-même adepte de Telegram, du réseau, depuis 2014, et qu'en 2021, il a octroyé, à titre exceptionnel, pour service rendu à la France, la nationalité française, donc au patron de Telegram. Pavel Durov. Oui, merci. Les noms n'ont pas d'importance. Non, mais pour les spectateurs. Pour Pavel Durov, voilà. Le cher Pavel, qui a une belle petite gueule, c'est un jeune premier. En tout cas, il est milliardaire. Moi, je lui en veux pas d'être milliardaire. Il rend un service et c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de correspondance sur Telegram, mais il y en a qui veulent être discrets. Je ne suis pas sûr, certainement, à titre personnel, que nos services de renseignement intérieur ou extérieur ne soient pas capables de casser au moins le premier degré des cryptages de Telegram. J'en suis même à peu près persuadé. Mais ça fait bien de dire qu'on va traquer le darknet, la face obscure de la toile, et les trafiquants de chair humaine, qu'on va les traquer sur Telegram. Ça mange pas de pain, ça fait chevalier blanc, et en fait, il s'agit de toute autre chose. Donc, vous confirmez que le peuple est dépossédé de son pouvoir depuis... Écoutez, au moins c'est devenu patent depuis 2005. Les Français, les Hollandais, il devait y avoir un référendum qui a été annulé en Pologne, au Royaume-Uni, tout a été annulé puisque le peuple avait mal voté. 2 ans plus tard, en 2007, M. Sarkozy fait réunir le Parlement, c'est-à-dire la réunion de la Chambre haute et de la Chambre basse, du Sénat et de l'Assemblée nationale. La population avait voté non, eh bien on lui a fait dire oui par l'intermédiaire de ses représentants. Rappelons que les deux piliers de la Ve République, c'est à la fois la représentation nationale, certes, mais elle ne représente pas tout et la totalité et à tout moment, puisque l'opinion peut évoluer. Donc quand je dis l'opinion, c'est aussi la volonté populaire. Et c'est le référendum. Le référendum avait dit niet, eh bien on est passé par-dessus l'opinion publique. Bel et bon, donc ça veut dire que la souveraineté populaire, l'État normalement c'est la communauté nationale, celle des adultes ayant la capacité de voter, inscrits sur les listes, mais celle-là n'a plus non pas n'a plus le droit de citer, mais elle n'a plus le droit à la parole. Et ça s'est confirmé au fil des années.
On a dit que magouillage et tripatouillage étaient les deux mamelles des dernières consultations électorales. Première consultation, les européennes, le gouvernement Macron est désavoué. La politique de M. Macron est désavouée. Deuxième consultation, c'est le premier tour des législatives. Confirmation du premier vote. Troisième tour, et bien là, grâce au jeu des désistements, les macronistes s'acoquinant et soutenant et faisant passer des gens de la France insoumise, par exemple, qu'ils dénigraient quelques jours auparavant, arrivent à faire que le parti majoritaire, le Rassemblement national, n'obtient pas de majorité absolue. Ajoutons et terminons sur ce point qu'on dit, mais la majorité, c'est le nouveau Front populaire. Mais le nouveau Front populaire, ça n'existe pas. C'est une coalition opportuniste, une coalition de circonstances entre des gens c'est le mariage de la carpe et du lapin, qui n'ont rien à voir ensemble, qui n'ont pas véritablement de programme commun, ils n'ont pas un socle. Alors on a un minimum de programme. Je passerai sur les détails. Oui, le SMIC à 1 600 €, mais ça ne ruinera pas les multinationales, mais par contre ça ruinera les classes moyennes un peu plus, les PME, les PMI, les artisans et les commerçants. Ça, oui, ça on y arrivera. Sachant qu'actuellement, 17% du salariat en France est rémunéré à hauteur du SMIC. Donc 17%, c'est considérable. Il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'était moins de 10%. C'est un déni de démocratie. On est face à un parti unique en France? Non, il n'y a pas de parti unique en France, mais la démocratie a été détournée, falsifiée. La démocratie n'est plus authentique. Je ne sais pas si elle l'a jamais été, mais on n'est plus à la votation, les hommes se réunissant sur la place du village comme en Suisse, avec les dames qui étaient derrière, mais qui soufflaient à l'oreille des hommes ce qu'ils devaient voter ou pas. Parce qu'on dit toujours les femmes étaient exclues du processus, c'est pas vrai, et puis les hommes votaient à main levée, c'est ça la démocratie. En dehors de ça, personnellement, je pense, je subodore, je soupçonne que les deux élections qui ont porté M. Macron aux affaires, à la tête de l'État, ont été plus ou moins truquées, plus ou moins falsifiées, plus ou moins biaisées. C'est tout à fait possible et envisageable aujourd'hui avec les logiciels de traitement de l'information, Dominion, ça remonte au ministère de l'Intérieur, c'est traité, il n'y a plus la transparence qui existait autrefois quand tout était manuel et quand on mettait encore gentiment quelques bulletins dans la chaussette, enfin ça portait sur quelques milliers, quelques centaines de voix, c'était fort peu de choses, tandis que maintenant, entre les bulletins des Français de l'étranger, les votes par correspondance, les capacités, les possibilités de falsification ont été multipliées, démultipliées presque à l'infini. Non, moi je ne crois pas que M. Macron, on l'a vu, qu'il y avait des différentiels entre les résultats, par exemple, annoncés à 20 h et 1 heure plus tard, M. Macron avait récupéré 1 million de voix. On ne sait pas très bien comment de tels miracles peuvent intervenir. La question aussi qu'il faut poser, c'est pourquoi les oppositions, les soi-disant véritables oppositions, aussi bien les Mélenchoniens que les Le Peniens, n'ont jamais porté la chose sur la place publique, mis sur la table et posé les bonnes questions au bon moment et aux bons endroits. C'est à croire qu'ils sont aussi complices du système, que le système qui les dessert aujourd'hui pourrait les servir demain. Comment le peuple français peut reprendre son destin en main, puisque si tout est verrouillé, si la fraude est de mise, il n'y a pas de porte de sortie a priori. Vous rejoignez Étienne Chouard quand il dit qu'un peuple qui est souverain, c'est un peuple qui est capable d'écrire ses lois et de voter ses propres lois? Oui, enfin, M. Chouard a une vision très irénique de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle devrait être. Il est évident que si on regarde la démocratie athénienne, Athènes, mettons, à la belle époque, au siècle de Périclès, c'était 100 000 âmes.
Mais sur les 100 000 âmes, il y avait seulement 10 000 citoyens. Les autres, c'était des périèques, des barbares. Barbares signifiait à l'époque étrangers. Hein. Des métèques, aussi des étrangers qui étaient, ou des esclaves. Seule une petite élite votait, et encore, dans cette élite, il y avait ce qu'on appelait les idiotesses, les idiots, pas les idiots utiles, c'est ceux qui s'occupaient de leurs affaires privées. Hein. Il y avait une assemblée, la Boulay, je crois que c'était 400, l'assemblée des 400, la Boulay, et puis il y avait l'Ecclésia, la grande assemblée qui comptait 2 ou 3 000 citoyens, certainement pas les 10 000. Donc ce sont toujours à travers l'histoire, même en démocratie, des minorités éclairées, des minorités engagées, volontaristes qui ont conduit les affaires. La différence, c'est que dans la démocratie athénienne, on visait les mêmes buts. Tout le monde cherchait les mêmes objectifs. Là où il y avait des différences, c'était dans les moyens pour atteindre ces objectifs. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus ça. Il y en a qui en se pensant trotskistes, collectivistes, néo-marxistes, post-marxistes, socialistes, communistes, tout ce que vous voulez, veulent l'égalité des revenus, et pas seulement l'égalité des droits. Nous sommes tous pour l'égalité des droits, au moins fermement sur ce principe. Mais l'égalité des revenus, donc on ne voit pas très bien pourquoi on ferait 10 années d'études de médecine si c'est pour gagner comme un ouvrier spécialisé. Hein. Sincèrement, je vous le demande. Et donc veulent une collectivisation. On a vu ce que ça donnait en Russie, la collectivisation. Et dans tous les pays, partout où est passé le socialisme, c'est une faillite. Sauf le communisme chinois, mais qui s'est hybridé avec l'hypercapitalisme. Hein, ils ont fait un mariage. Je ne sais pas s'il est harmonieux, s'il durera éternellement, mais également le dernier pays, je ne parle pas de la Corée du Nord, le dernier pays communiste, c'est l'Indochine. L'Indochine post-guerre du Vietnam. Et là aussi, il y a une hybridation entre capitalisme, libéralisme, ultralibéralisme même, et structure centralisée étatique. Alors, si on en revient d'ailleurs à la théorie de Lénine, il pensait que la masse était incapable de se diriger elle-même, hein, même s'il y avait des soviets, il avait dit le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. C'était très mignon, sauf que les soviets, on sait que la plupart du temps, étaient bidons. Les commissions qui se réunissaient dans les usines, il y avait le commissaire politique qui arrivait, qui donnait le programme, qui disait quelles étaient les conclusions. Tout était bidonné dès le départ. En fait, Lénine s'appuyait sur une classe, donc une minorité, de révolutionnaires professionnels, je dis bien, qui était l'élite de la révolution. En fait, c'était les nababs, ce qu'on a appelé la nomenclatura. Et au départ, cette élite se recrutait de façon assez communautariste, on peut même dire ethnique, et beaucoup ne parlaient pas le russe même. Monsieur Trotsky, qui prend la révolution en marche, arrive les poches bien remplies par le grand capital de Manhattan, les poches bien remplies d'argent et d'or, il apportait de l'or, mais avec des voyous de Brooklyn. Je crois qu'il est revenu avec 400 voyous de Brooklyn qui ont servi de commissaires politiques au tout début de la Révolution rouge. Qui va vous le dire, ça? Certainement pas. Ce sont des pans d'histoire qui sont gommés, effacés. Il faut se transformer en rat de bibliothèque pour retrouver ces informations. Vous les trouvez certainement pas sur Wikipédia, hein, ni dans les documentaires diffusés par Arte ou la chaîne parlementaire. Donc la démocratie est toujours conduite par une élite et par une minorité. Quand M. Macron se fait élire, au fond, le parti de M. Macron, En Marche, c'est 14% des inscrits. Donc vous voyez la représentation. Là, on parlait de M. Piolle, le maire de Grenoble, lieu passionnant où un vigile, un représentant de la municipalité a reçu 2 balles dans la poitrine à la suite d'un banal accident de la circulation. Or, M. Piolle, il faut le savoir, on dit qu'il a eu 53% des votes pour lui. On dit « Ah, mais il a été élu, c'est démocratique !» Mais en fait, il n'y a eu même pas 35% des votants. C'est 52% de 35% des votants. Il faut voir combien des inscrits. M. Piolle ne représente rien à part lui-même et à part sa petite coterie.
Mais on dit qu'il a été démocratiquement élu, c'est la légalité. Donc, la légalité souveraine, il peut faire ce qu'il veut dans sa ville et surtout désarmer sa police municipale, qui refuse d'ailleurs d'être armée. Ben, on a vu ce que ça a donné hier, hein, avant-hier. Donc la démocratie était à mes yeux déjà très largement une fiction. Mais maintenant la bulle a éclaté et c'est une fiction qui devient mortifère, qui devient désastreuse. Je dis mortifère, c'est-à-dire qui porte la mort. Hein. Et pas seulement morbide, c'est pas seulement une maladie, c'est beaucoup plus que cela. Donc on en revient à l'éternel problème, quand on cède son pouvoir de décision ou sa souveraineté à un représentant, on est inéluctablement trahi tôt ou tard par lui. Inéluctablement, chère Madame Reynaud, il peut y avoir ce qu'on appelle un mandat impératif. C'est-à-dire, je vous élis, mais vous engagez sur un cahier des charges. Le mandat impératif a été banni de la démocratie française. De même qu'on a trouvé le scrutin à 2 tours pour permettre les désistements, les combines, les combinazioni, tous les arrangements possibles, même les pires contre nature, j'allais dire les pirements, ceux qui sont contre nature mais à l'absolu, on l'a vu lors des dernières, et après on dit « Ah, on a une majorité », mais non, c'était une minorité de barrage, une entente entre castors, pour justement fausser la démocratie. Et ça, M. Mélenchon se garde bien de le dire. Et puis, il y a le vote proportionnel. Là. Alors là, aujourd'hui, les socialistes voudraient qu'on y revienne, après l'avoir banni. La dernière fois, celui qui l'a banni, c'était en 86, je crois, c'était M. Pasqua. Hein, puisqu'il avait permis l'entrée d'une trentaine de députés du Front National à l'Assemblée, mais qui n'y seront restés qu'une courte année. Ça avait fait un peu un appel d'air. Il serait en démocratie, il serait judicieux que toutes les composantes de la nation soient représentées. Et bien là, on a vu, nous sommes dans un État à ce point démocratique que lorsqu'il y a eu la répartition des postes de gestion, de gouvernance de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a été totalement exclu. Pas de vice-présidence de l'Assemblée, pas de présidence de commission, mais même de vice-présidence de commission. Enfin, on voit que l'esprit démocratique règne, et règne en plat. Ah, mais on va dire le Rassemblement national n'est pas démocratique. Ah bon? Qui vous permet, ou n'est pas républicain, on ne dira pas démocratique. Ah, ils ne sont pas républicains. Bon, ils devraient être bannis. Ils ne sont pas dans l'arc républicain. Alors, il y a 11 millions de Français qui ont voté pour la coalition Ciotti-Rassemblement, qui sont de facto bannis, qui sont des citoyens de seconde zone. Ce sont des intouchables, des hors-castes. Comme en Inde. Comme en Inde. Voilà. Et une autre anomalie sur l'organisation des élections en France, sur le plan matériel et pragmatique, est-ce qu'il y a d'autres pays comme la France qui ont plusieurs bulletins? Enfin, chaque liste a son bulletin, parce qu'apparemment en Allemagne, il y a un bulletin unique sur lequel figurent absolument tous les candidats. Mais en France, un petit parti qui n'a pas les moyens d'imprimer tous ces bulletins se retrouve totalement sous-représenté dans nombre de bureaux. Je ne me suis pas penché sur le cas allemand, mais nous aurions beaucoup de leçons à prendre ici ou là. Mais bien entendu, l'information au siècle de la toile et de la fibre optique circule tellement bien qu'on ne sait même pas ce qui se passe à nos portes. Hein, on ne sait pas que, par exemple, en Suisse, un immigré même légal, qui ne trouve pas de travail pendant 6 mois, ou pendant 3 mois, pendant 4 mois, est congédié. On lui demande de rentrer chez lui. Dans tous les cantons suisses. Dans tous les cantons suisses. D'accord. Non, mais on ne dit pas que dans les cantons suisses, puisqu'on nous dit les armes, il ne faut pas que les hommes soient armés. Ben oui, quand les honnêtes gens sont désarmés, seuls les bandits le sont. En Suisse, vous allez à l'armerie du coin, vous présentez maintenant, je crois, votre carte d'identité quand même, un petit peu, mais avant, vous pouviez acheter n'importe quelle arme, n'importe comment et n'importe quand. Hein, les Suisses est une nation en armes. Les citoyens suisses qui ont fait leur service militaire ont leur fusil d'assaut dans le placard de la cuisine. Alors je pense qu'un peuple qui n'est pas armé ne peut pas se déclarer libre.
On en fait ce que l'on en veut. Justement, l'Amérique est moins facilement gérable, puisque les gens, ils sont armés. Mais les Français, à part quelques pétoires de chasse disséminés ici et là, alors entre les armes de chasse et les armes des amateurs de tir sportif, on doit arriver à 2,5 millions d'armes légalement détenues. Mais on sait qu'une estimation raisonnable avec les armes détenues par les mafias, les truands de tous bords, les racailles, les narcotrafiquants et autres, ceux-là ont presque 10 millions d'armes. Donc eux sont armés, eux constituent une nation armée contre une nation désarmée. Un peuple désarmé et qui n'a plus la propriété privée pour le protéger, c'est un peuple qui est nu face aux abus de pouvoir. N'oubliez pas que qui a fait abolir la loi anti-squatter, c'est le dernier gouvernement, c'est pas Attal. Enfin bon, cherchez, peu importe, c'est pas très grave, mais les squatteurs sont chez vous, chez eux. C'est LFI, je crois. La France Insoumise. Dès qu'ils sont entrés dans l'appartement, ils ont changé les serrures. Si vous voulez rentrer chez vous, c'est violation de domicile. Mais si en attendant, ils oublient de fermer le robinet d'eau, la facture d'eau revient au véritable propriétaire et pas au squatteur. Alors que normalement, un locataire, lui, paye les charges, il paye sa note d'eau. Eh bien non, là, c'est si vous avez 10 000 euros d'électricité ou d'eau, c'est le propriétaire qui paye. Si vous tordez la cheville sur le balcon de votre appartement, en tant que squatteur, là, il y a un cas très cocasse, je ne sais pas si c'est cocasse, il y a des petits gars, des petites racailles, appelons-les des voyous, d'aimables voyous, qui avaient l'habitude d'aller dans une résidence, d'aller se baigner dans la piscine, parce que c'est bien. Ils n'ont pas à l'entretenir, ils n'ont pas à nettoyer, ils n'ont pas ceci. Puis il y a parce qu'ils sont vraiment un peu demeurés, ils sont mononeuronaux. Il y en a un qui s'est jeté la tête la première dans le petit bassin et il s'est fracassé les vertèbres. Donc il est hémiplégique. Eh bien, on voit se dessiner une procédure pour faire payer les propriétaires de la piscine. S'il est paralysé à vie, c'est de votre faute, puisque vous aviez une piscine. C'est pas lui qui a franchi des clôtures de façon indue. Hein, ça sera et la résidence et le propriétaire. Il fallait mettre quoi? Des barbelés, des herses, des lignes électriques pour empêcher de venir dans la piscine. Voilà, donc la responsabilité, ce n'est pas encore établi, ce n'est pas encore acquis, mais les procédures sont en cours. On peut se demander quelle est l'intention de la main qui écrit ce type de loi qu'on peut qualifier d'illégal? C'est Proudhon, mais il serpentier à la fin de sa vie, Joseph Proudhon, l'inventeur du socialisme, qui avait dit la propriété c'est le vol. Donc si vous avez une piscine, c'est que vous l'avez volée à quelqu'un, on ne sait pas très bien à qui. Parce que pour moi, la propriété, c'est plutôt l'esclavage, parce qu'on paye des droits, des taxes à n'en plus finir, mais vraiment à n'en plus finir. Les riches paieront, ça on a raison. L'État qui confond d'ailleurs allègrement la possession d'un patrimoine et le revenu. Posséder un patrimoine, c'est épuisant, parce que le patrimoine, on l'entretient généralement. Et quand on n'a qu'un petit ou qu'un faible revenu, ce qui peut très bien... on a vu dans les années 50, il y avait des films avec les Marielle et compagnie, ou dans les années 60, des châtelains avec des bassines qui recueillaient l'eau qui tombait du toit, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de refaire les toitures. Bon, encore une fois, on peut être propriétaire d'un magnifique patrimoine, mais si les revenus ne suivent plus, si vous n'appartenez pas à la Start-up Nation, vous êtes cuit. Hein. Voilà, archi-cuit. Archi-cuit. La propriété privée, vous dites, c'est un esclavage, mais c'est aussi... c'est quand même le contraire de la proposition du WEF, du World Economic Forum, de notamment Klaus Schwab, qui nous propose de ne plus rien posséder pour être heureux. Oui, alors on en revient, on n'a pas tout à fait bouclé la boucle, mais on en revient au collectivisme. Ne posséder plus rien, c'est le programme des trotskistes, c'est le programme des communistes, des socialistes. À l'arrivée,
M. Schwab, lui, a pris la voie de droite, c'est-à-dire du libéralisme et surtout de l'ultralibéralisme. Et puis les autres prennent la face nord, la voie du communisme. Alors il y a les gentils qui veulent y aller mollo, quoi, les socialistes, ce qu'on appelait les sociaux-démocrates. Et puis il y a les bolcheviques, les durs, qui eux veulent forcer la marche et les étapes et qui veulent y aller à coups de bâton. À coups de bâton, c'était pas compliqué. En 1923, il ne restait en Union soviétique que 40% de la classe ouvrière. Alors là, la guerre civile. Je parle de la guerre civile. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord, il y a plus eu d'ouvriers envoyés au goulag, inventé par Lénine et pas par Staline, envoyés au goulag à la Kolyma, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire, qu'il y avait eu de morts dans la guerre civile. Quant aux paysans, ils ont été laminés, exterminés, on les a fait crever de faim, déjà sous Lénine. La famine, c'est pourquoi Lénine avait lancé la nouvelle économie politique, parce qu'il se rendait compte que c'était bien de régner, mais il fallait régner encore sur un pays où il restait des hommes. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait la Russie comptait, au moment de la chute du tsarisme, comptait 160 millions d'âmes. Aujourd'hui, la Russie, alors on va dire, il y a eu la grande guerre patriotique, certes, mais il ne compte plus que 140 millions. Vous voyez, il y a quand même un déficit de 20 millions qui n'a jamais été résorbé. Est-ce qu'on peut dire que la solution entre ne pas posséder, ne rien posséder et posséder trop, vous êtes pour un juste milieu finalement? Moi, je suis pour que les choses se fassent de façon naturelle. Je suis effectivement pour une démocratisation des biens. On s'aperçoit que l'eau chez nous avait été assainie, était quasiment gratuite, et maintenant on va la payer de plus en plus cher. L'électricité, qui était un bien commun de consommation, mais un bien abordable, presque démocratique. Il était normal de payer sa quote-part, mais maintenant l'électricité atteint des coûts presque exorbitants. L'accès à la culture doit être gratuit, mais il faut aussi que ceux qui veulent y accéder, il y avait des bibliothèques municipales partout, mais maintenant les bibliothèques sont vides, et on les ferme et on brûle les livres. Personne ne le dit, mais les autodafés, c'est pas la télévision avec les méchants nazis. Hein, on détruit, on envoie là. On les brûle pas, on les envoie au pilon. Les livres mal pensants, ou les livres qui sont trop compliqués à lire, ou les livres qui ne sont plus à la mode. Hein, le pilon. Personne ne fera jamais le recensement des archives qui ont été détruites dans les administrations, dans les grandes bibliothèques. L'épuration est constante. On vit dans un monde de ce point de vue-là tout à fait épouvantable, mais c'est toujours l'autre qui est coupable. Hein, c'est l'autre qui a commis les pires crimes, sauf que soi-même on commet, vous connaissez la parabole de la paille et de la poutre. Je vois la paille dans ton œil, mais je ne vois pas la poutre dans le mien. Généralement, c'est ainsi que ça se passe. Donc, M. Schwab nous propose simplement de réaliser le programme communiste. Et vous serez heureux, sauf que dans le monde communiste, personne n'a jamais été heureux. Alors là, vous allez vouloir... vous êtes âgé, alors bien sûr, on va me dire le Uber, c'est déjà... Encore faut-il avoir les moyens de se payer un Uber. Hein, pour aller au marché quand on est vieux et invalide. Vous voulez aller à la campagne, votre chien, votre chat et la grand-mère, vous allez louer une voiture. Mais qui a les moyens de se payer une voiture et de la garder, de la conserver pendant un mois? On peut, pendant un jour ou deux, à la rigueur. Il faut avoir des revenus. Et les revenus, tout le monde sait qu'il y a un appauvrissement. Alors là, le marxisme avait raison, il y a une paupérisation tendancielle et une lamination des classes moyennes. En 1848, Marx annonçait la disparition des classes moyennes en disant on nous reproche de vouloir les éliminer, c'est vrai, mais le capitalisme les élimine tout autant. En fait, capitalisme, hypercapitalisme, anarcho-capitalisme et communisme, même combat. Hein, ils sont convergents, c'est les deux mâchoires d'une même tenaille. Est-ce qu'on peut dire que les plutocrates ou les oligarques occidentaux, notamment ceux qui détiennent les grands médias, sont nos nouveaux tyrans? Non, ils font partie du système.
Ce sont les grands apôtres du mensonge. J'ai écrit autrefois cette petite formule que j'aimais bien. C'était dans les années 80, j'imagine, après la sortie du film Matrix. Je disais que dans la matrice du système, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge. Les organes publics, c'est pourquoi il ne faut pas blâmer l'opinion de ne pas être aussi éclairé ou de se désintéresser. Tout est fait pour que nous n'y comprenions rien. Tout est fait pour nous abrutir. Nous sommes abrutis de publicité, abrutis de mensonges, de contre-vérités, de désinformation. Je pourrais prendre n'importe quelle émission et puis vous la décrypter au fur et à mesure. Écoutez, Barnier a été recruté sur 2 critères. Un européisme à tout crin, forcené, inconditionnel, fanatique. Je rappellerai que Michel Barnier a dit « Je suis un patriote, un véritable patriote, un patriote authentique, je suis un patriote européen ». Comme si l'Europe était une patrie. L'Europe est une réalité, c'est vrai, historique, ethnique, confessionnelle. Nous sommes des Européens, ça c'est indéniable, mais on a tendance à confondre le pays légal et le pays réel. Or, ça n'a rien à voir. L'Union européenne est un abus de langage. L'Union européenne n'est pas l'Europe. C'est une construction artificielle dont le siège est à Bruxelles et dont l'hypothalamus est une sorte de politburo à l'ancienne. C'est ce qu'avait dit Boukowski d'ailleurs en 2002, en disant qu'il regardait en arrière l'Union soviétique, mais que cette Union soviétique était en fait notre avenir. Ce qui était leur passé était notre avenir. Et donc M. Barnier a adopté la religion, une religion d'une entité abstraite qui n'a pas beaucoup de sens, même si encore une fois les peuples européens ont beaucoup de choses en commun. Ils ont aussi, chaque nation, des intérêts divergents, a une histoire différente, et ça ne fait pas sens. M. Barnier a une deuxième qualité indéniable aux yeux de M. Macron. Outre d'être européiste, il est contre la retraite, contre l'abrogation de la réforme de la retraite, ce que n'est pas Mme Le Pen. M. Barnier voulait d'ailleurs une retraite à 65 ans. Ça pourrait se débattre dans l'état où est notre économie, notre industrie, dans la vaste friche industrielle et productive qui est devenue la France. On peut, mais c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre, Pierre-Paul, Jacques ou Jean. En Suède, ce pays de la social-démocratie, c'est sa plus grande réussite. La retraite est à 67 ans. Ça, on ne nous le dit pas, on ne le chante pas, comme quoi on voit où conduit la social-démocratie. Je pense qu'il y a des économies à faire, peut-être entre 40 et 100 milliards d'économies, 40 milliards immédiatement, avec les 500 000 migrants qui arrivent en France chaque année, clandestins, non clandestins. Et M. Barnier avait justement, en 2021, lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite, avait réclamé un moratoire. Enfin bon, ça ne mangeait pas de soupe, comme on dit. Il ne risquait pas d'être élu président. Toujours est-il que l'idée d'un moratoire n'avait même pas été reprise par le Rassemblement national, qui se caractérise par son côté timoré, rasant les murs, voulant s'acheter un brevet de respectabilité gaucharde, mais on voit bien que ça n'a servi à rien, puisque le Rassemblement national n'a jamais été aussi tricard dans la classe dirigeante politique. J'ai bien dans la classe dirigeante, pas dans l'opinion en général. Hein. Et M. Macron a bien été obligé, en consultant Mme Le Pen sur la nomination de M. Barnier, de reconnaître que le Rassemblement national et plutôt les électeurs pèsent quand même dans les choix et les décisions
de l'État. La paix civile a été achetée, au moins tout à fait temporairement, par l'accord de passivité accordé, c'est pas un blanc-seing, accordé à M. Barnier en disant non, on ne s'opposera pas systématiquement à ces projets de loi, donc il n'y aura pas de motion de censure, alors que le Rassemblement national avait laissé entendre, et un peu plus, qu'il saurait s'associer à une motion de censure présentée par la gauche, voire par l'extrême gauche. Ce qui d'ailleurs, en toute scène politique, ce qui serait normal. On veut faire tomber, il faut savoir ce que l'on veut. On veut faire tomber un gouvernement, et ben on s'associe et on ne regarde pas, on ne demande pas sa carte d'identité idéologique à celui qui vote à côté de vous. Donc M. Barnier est l'homme de la situation, c'est l'homme de l'Europe. C'est un vrai macroniste, c'est en même temps, mais en même temps, tout ça ne tient pas debout. On peut pas faire éternellement le grand écart, sinon on se fait un claquage à un moment ou à un autre. Et on va bien voir ce que cela donne. Il faut attendre la composition du gouvernement, voir quels seront les savants dosages entre les différentes factions, à qui voudra-t-on faire la risette et d'autres à qui voudra-t-on faire la nique. Il est engagé qu'on pourrait, dans le gouvernement Barnier, même retrouver des gens proches, pourquoi pas, elle s'appelait Lucie, la Castex. Castex. La Lucie Castex, par exemple, pourquoi pas la nommer ministre, si elle l'accepte. Elle qui a un palmarès quand même de record woman, toute catégorie. Elle a 10 médailles d'or à son actif, puisque durant les 5 ans qu'elle a passé à la mairie de Paris, le déficit a atteint plus de presque 7-8 000 milliards d'euros. Bravo la gestion Castex. On peut craindre... Pas Castex, mais Castex. Castex. TS. Castex, oui. On peut craindre une hausse des impôts et taxes dans un pays déjà avec une grosse pression fiscale comme le nôtre. Qui peut payer Mais est-ce au peuple à payer c'est pas le peuple, les classes moyennes. Les classes moyennes, ça part de l'ouvrier qualifié, à opposer à l'ouvrier spécialisé, qui est une manœuvre, de l'ouvrier qualifié jusqu'à l'ingénieur et aux professions libérales. Mais cette gestion... Qui produit dans ce pays, donc qui produit de la richesse, c'est les classes moyennes. Les classes moyennes inférieures à supérieures vont supporter potentiellement une pression fiscale plus forte, vont peut-être avoir encore une retraite plus tardive. Est-ce à nous, est-ce à eux de payer une gestion désastreuse? Que personne ne parle de la revalorisation, personne n'en parle véritablement. Bonjour, cher Habib Tawa, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Merci de me recevoir. Alors, vous avez eu une vie riche, vous êtes, je crois, physicien, mathématicien, et vous êtes né à Alexandrie. Oui, je ne suis pas physicien, je suis mathématicien, j'ai fait de la physique, mais je suis mathématicien. Mathématicien. Et journaliste et historien. Vous avez également fait une thèse d'histoire, sur quel sujet? Sur l'Égypte contemporaine, de 48 à 52. D'accord. Vous avez de la famille en Égypte? J'ai eu de la famille en Égypte. Vous intéressez à l'histoire, pas uniquement aux mathématiques. Vous êtes donc féru d'actualité. Absolument. Vous suivez ce qui se passe, hélas, à Gaza depuis des décennies. Est-ce que vous pourriez nous résumer la situation, même si c'est très complexe? J'aime bien votre expression de « depuis des décennies ». On ne saurait parler depuis le 7 octobre, il faut dire depuis des décennies. Parce qu'en fait, c'est la situation de la Palestine qui date depuis 76 ans, au moins, sans compter les problèmes qui ont eu lieu avant l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, voilà une situation qui apparemment est très complexe et dans les faits est très simple. Le problème est l'intervention du sionisme en Palestine qui a voulu transformer un pays en un autre pays. Et ça date depuis la fin du 19e siècle. Un projet a pris forme avec l'apparition du mouvement sioniste qui consistait à faire de la Palestine un foyer et puis par la suite
un État destiné aux Juifs. Et le seul problème, c'est qu'à la place des Juifs, il y avait déjà des habitants qui existaient sur place, qui étaient des Arabes palestiniens, chrétiens ou musulmans, et même il y avait des Juifs qui étaient antérieurs au sionisme. Donc à partir de là, une dynamique s'est créée qui a donné naissance en 1948, après pas mal de violences, à un État qui est l'État d'Israël, qui a contesté la réalité des Palestiniens qui étaient des autochtones. Des Palestiniens qui sont là depuis des millénaires, puisqu'ils remontent aux Félestes, qui sont les héritiers des peuples de la mer. Dans les documents de Tel Amarna, dans les documents de l'Égypte ancienne, et qui sont incontestablement là depuis très longtemps, et que les Cananéens ont précédé en ces lieux. Bon, tout ça, c'est un long passage historique. Parlons du présent. Dans le présent, la création par la force de l'État d'Israël à partir du 15 mai 1948 a conduit à l'exode 700 à 800 000 Palestiniens qui ont été rejetés en Jordanie, en Syrie, au Liban et aussi dans le reste des pays du Moyen-Orient, Irak, pays du Golfe et Égypte. Donc, ce pays qui a été fracturé par une violence qui était extrême, ne peut que tenter de se reconstituer. C'est exactement ce que les Israéliens qualifient de terrorisme, c'est-à-dire la volonté de persister dans l'être, la volonté de rester chez soi et d'avoir son pays à soi. Qu'est-ce qui se passe depuis? C'est un simple épisode d'une longue et dure guerre qui ensanglante la région et dont on ne voit pas le terme. Vous-même, vous êtes musulman? Ça n'a aucune importance dans la religion. Je ne me considère pas du point de vue religieux, mais en tant qu'arabe, victime d'exactions. Quand les Israéliens ont chassé les Palestiniens en 1948, ils n'ont jamais demandé à quelqu'un « est-ce que tu es chrétien ou musulman ?» Il n'y a donc aucune région que je me définisse de cette façon. Et ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a un peuple qui a été brimé, réprimé dans son identité, et que l'on veut qualifier de terroriste. La question qui se pose, c'est qui est le terroriste? Est-ce celui qui subit la violence ou celui qui la provoque? Aujourd'hui, en Palestine, il y a eu différents soulèvements, il y a eu des intifadas, comme on les appelle, qui ont conduit à des accords qu'on appelle les accords d'Oslo, qui ont été suivis de promesses qui n'ont pas été exécutées. Et ensuite, il y a une fracturation au sein du mouvement palestinien qui a séparé l'Organisation de libération de la Palestine. Après les accords d'Oslo, il y a eu non-exécution des clauses qui ont été signées et qui étaient extrêmement favorables à Israël. C'est-à-dire que les Palestiniens renonçaient aux 3/4 de la Palestine, aux droits qui étaient inhérents à leur État, et acceptaient de se limiter au quart de la Palestine, c'est-à-dire la région qui est à l'est, qu'on appelle les territoires occupés, et la région de Gaza. Néanmoins, les concessions palestiniennes n'ont pas suffi à Israël, dont l'appétit s'est développé, et qui a essayé systématiquement de coloniser ces régions. En particulier, ils ont envoyé des colonies à Gaza. Les Gazaouis, c'est-à-dire les habitants de Gaza, se sont révoltés et ont forcé les Israéliens à quitter le territoire à l'initiative d'Ariel Sharon, qui a estimé qu'Israël ne pouvait plus tenir le territoire. Donc c'était la seule région qui était libérée, mais enclavée de la Palestine. Et puis, il y a évidemment les territoires occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie à l'est, qui, elle, est divisée en 3 zones, dirigée d'une part par l'autorité palestinienne et en grande partie par le pouvoir israélien. Il y a 3 zones qu'on appelle la zone A, la zone B et la zone C. Résultat pratique des courses,
Comme les Israéliens ont été expulsés de Gaza, ils ont forcé Gaza à vivre dans un système d'autarcie, de domination totale, sans présence israélienne. Et donc, on a donné naissance à ce qu'on appelle le plus grand camp de concentration au monde. Ceci a duré d'autant plus que la fracture du pouvoir palestinien entre l'Est et l'Ouest, entre Gaza et la Cisjordanie, a provoqué des tensions interpalestiniennes qui ont conduit à des conflits internes qui convenaient parfaitement à l'État d'Israël. Et depuis le 7 octobre, et même avant, les Palestiniens de Gaza ont tenté à plusieurs reprises de se soulever et de rejeter le pouvoir total d'Israël sur leur zone, puisqu'ils n'avaient pas le moyen d'accès, étant bloqués par l'Égypte d'un côté, par l'État d'Israël de l'autre. Le dernier avatar de ce soulèvement a été l'attaque du 7 octobre, où des unités du Hamas et d'autres unités palestiniennes se sont attaquées avec violence aux militaires qui encerclaient Gaza au nord et à l'est. Et nous savons depuis qu'il y a toute cette catastrophe dont on nous parle, avec le retour en force de l'armée israélienne qui, au bout de 3 semaines d'attente, est rentrée en violence, s'est opposée aux Palestiniens, a détruit essentiellement la plus grande partie de l'infrastructure. Ce dont on parle, c'est en principe de la liquidation du Hamas qui a organisé le soulèvement contre Israël, mais en pratique, il s'agit d'une politique d'éradication des Palestiniens. La chose est d'autant plus claire que lors de son premier voyage au Proche-Orient, Blinken, ministre des Affaires étrangères américaines, a demandé aux pays voisins d'accueillir les Palestiniens, c'est-à-dire qu'on voulait faire table rase et liquider tous les Palestiniens. La proposition a été rejetée par les pays arabes environnants et en conséquence, la guerre s'est perpétuée. Les Israéliens ont détruit les écoles, les systèmes d'adduction et de purification de l'eau, les terres agricoles, les bâtiments, les hôpitaux, les écoles, les institutions palestiniennes, en essayant de rendre le territoire complètement désert et en chassant systématiquement les Palestiniens de lieu en lieu à l'intérieur du territoire gazéen. Donc nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation de gens que l'on a transformés de force en errant chez eux. Ils sont systématiquement bombardés. On parle de 40 000 morts, 41 000 morts bientôt dans les chiffres officiels et probablement, si on en croit les études de la revue Lancet britannique, il pourrait y avoir plus de 200 000 morts. Parce qu'on n'a pas compté, on ne compte dans les 40 000 que ceux dont on a apporté le cadavre à l'hôpital. Il y a ceux qui sont morts écrasés sous les bombes qu'on n'a pas ressortis. Il y a ceux qui sont morts des suites des bombardements, ceux qui sont morts d'absence de soins, ceux qui meurent de faim, ceux qui meurent de maladie, le tout en conséquence de l'invasion israélienne de ce territoire palestinien. Donc aujourd'hui, un quadrillage est fait systématiquement par des Israéliens. La résistance est systématiquement organisée non seulement par le Hamas, mais par d'autres mouvements de résistance palestiniens, le djihad islamique, le Front populaire de libération palestinienne, qui est un mouvement laïque et qui se dit laïque, le Front populaire et démocratique de libération de la Palestine, etc. Donc c'est un soulèvement de l'ensemble des élites politiques, militaires, contre une occupation indigne. Face à ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une passivité totale des pouvoirs qui dirigent les communautés internationales. Quel est le pays, ça va vous surprendre, quel est le pays qui a fait les propositions les plus raisonnables dans la question? Ce n'est ni les États-Unis, ni l'Europe occidentale, ni même la Russie, c'est la Chine. La Chine a dit, et par la voix du ministre des Affaires étrangères Wen Wei, il faut réunir une assemblée de tous les pays, imposer
une liquidation totale du problème dans la région et en finir. Visiblement, aucune autre puissance n'a suivi la Chine. Pourtant, la Chine essaye systématiquement de réunir chez elle les factions palestiniennes opposées pour les réunifier, a essayé de rapprocher l'Arabie saoudite de l'Iran pour éviter les prétextes fallacieux pour créer une guerre régionale. Et le problème est très vaste. Ce qui compte, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui face à une situation d'obstruction parce que les Israéliens n'arrivent pas à vaincre, les Palestiniens n'arrivent pas à se débarrasser des Israéliens et subissent des traitements inhumains, radicalement inacceptables. Les organisations internationales ont pris le parti des Palestiniens. La Cour de justice internationale a condamné la présence israélienne dans ces territoires occupés ou bien nouvellement réoccupés, mais ceci sans aucun effet, sans qu'aucune sanction ne vienne soutenir une situation qui est radicalement inacceptable. Qui finance le Hamas? Le Hamas, au départ, est une création israélienne qui a été faite pour diviser les Palestiniens. Elle a été créée en 1982, si je ne m'abuse, en grande partie avec des étudiants de médecine de la faculté de médecine d'Alexandrie qui était proche de l'organisation des frères musulmans en Égypte et a été financée et aidée par les services israéliens pour créer la zizanie au sein du mouvement palestinien. Et le résultat a été obtenu, c'est la séparation de facto entre la Cisjordanie et la région de Gaza. Et donc là, c'était un affaiblissement radical de la Palestine et de la cause palestinienne. Donc ce Hamas a eu comme premier objectif de radicaliser dans un sens religieux un mouvement qui était un mouvement national. En particulier, une des premières choses qu'ils ont fait ici à Paris, par exemple, ça a été d'écarter tous les chrétiens qui étaient le fer de lance du mouvement palestinien et de les marginaliser en disant « vous n'êtes pas musulmans ». D'ailleurs, l'acronyme de Hamas, c'est Mouvement musulman de libération, Hamas, Harakat Muslimin. De ce fait, le mouvement Hamas a eu un rôle assez négatif dans une grande partie de son histoire. Aujourd'hui, depuis quelques années, ils se sont repris en main, probablement avec l'aide du Hezbollah libanais, et ils sont parvenus par étapes à avoir un front uni avec les autres factions palestiniennes, comme je l'ai dit au début dans les batailles. Dans quelle mesure sont-ils restés indépendants? C'est difficile de le savoir, mais il y a certainement une main israélienne par derrière, parce que la présence du Hamas permet de justifier, en principe, la répression. Il n'en demeure pas moins qu'en Cisjordanie, il n'y a pas eu de 7 octobre, il n'y a pas eu de soulèvement, et les Israéliens sont en train de s'attaquer aussi à la Cisjordanie. Donc ce n'est pas parce qu'ils se sont soulevés parce qu'ils étaient dans une prison, c'est parce qu'Israël veut faire table rase de tous les Palestiniens qui sont là, faire de Israël un État juif couvrant tout le territoire de la Palestine. Première étape pour une domination régionale incarné par le fameux projet. Les accords d'Abraham ont été sponsorisés par le président Trump quand il était au pouvoir et consistaient à rassembler l'Égypte, la Jordanie, les pays du Golfe et l'Arabie saoudite autour d'Israël pour constituer une sorte de communauté comparable à la communauté européenne qui aurait été le fer de lance d'une implantation encore plus puissante des Israéliens dans toute la région. Et ce projet a pas volé en éclats, mais a été reporté à partir du moment où les Palestiniens se sont soulevés le 7 octobre contre la mainmise israélienne sur la région. Un cessez-le-feu est-il possible? Le problème est que le cessez-le-feu est-il voulu par les Israéliens? Peut-être certains Israéliens le veulent, c'est certain, mais il est clair que Netanyahou a fait tout le temps des mesures dilatoires pour repousser le cessez-le-feu. La dernière manœuvre dilatoire est d'exiger d'être présent
dans les deux couloirs de Netzarim et de Philadelphie. L'un séparant l'Égypte de Gaza et l'autre coupant de la région, le territoire de Gaza. Il me semble que Netanyahou et toute l'équipe d'extrémistes qui est au pouvoir avec lui, Ben Zvir et son collègue, sont des gens qui bloquent la possibilité de cesser le feu. Maintenant, s'il y a un cessez-le-feu, ça n'empêchera pas demain les Israéliens de vouloir revenir à la charge. Une partie de l'Occident empêche ce cessez-le-feu également? Je ne crois pas que l'Occident soit tellement responsable d'empêcher le cessez-le-feu. L'Occident est responsable de continuer à aider Israël. Il y a une façon très simple d'arrêter les combats. Une façon très simple, c'est d'arrêter de fournir des armes lourdes à Israël. Israël produit des armes, ne produit pas de munitions. Arrêtez de lui envoyer des munitions, là, la guerre est terminée. Et ils seront forcés de faire l'arrangement. Merci à vous.